Merci bien, Chérif Diop. On enchaîne avec notre deuxième invité, Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui est membre fondateur de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Bonsoir, docteur, et merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir, Aram. Bonsoir, Pape Djibril. Je suis heureux d'être avec vous ce soir sur ce plateau. D'abord, le fonds Force Covid-19, à la date du 10 avril, le Trésor avait dit qu'on avait réussi à mobiliser près de 30 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, on a commencé à voir sur le terrain des opérations qui sont en train d'être faites pour appuyer la population, en tout cas les populations les plus touchées par cette pandémie. Est-ce que vous avez le sentiment que ce fonds est bien géré? Oui, il est prématuré de parler de bien gérer. Ce qui est constant, c'est que le fonds est en train d'être mis en place. Il n'est pas encore effectif à 100%. Déjà, l'idée de création du fonds a été une très très bonne idée. C'était une bonne nouvelle et je crois que l'ensemble de la communauté nationale a salué cet effort du gouvernement du Sénégal. Le président Macky Sall a compris assez rapidement l'importance de l'enjeu et a décidé de mettre en place ce fonds. Et évidemment, le fait de faire un effort important sur le budget national, de recourir à l'appui de la communauté internationale, mais surtout, et c'est plus important, d'appeler les Sénégalais à se mobiliser et à mobiliser également de leurs deniers pour abonder le fonds. Cela a été une très bonne chose. Nous avons constaté qu'au moment de son discours, de son adresse à la nation du 3 avril, il a dit une chose qui est importante pour accompagner le fonds, c'est la mise en place d'un comité de pilotage qui devait se charger de superviser le fonds et que le comité serait composé de l'État, de représentants de l'État, de l'Assemblée nationale, mais chose importante, toute sensibilité confondue à l'Assemblée, c'est un bout de phrase extrêmement importante, et en plus de la société civile. Cela aurait permis de gérer, de bien gérer, d'anticiper Qu'en est-il de ce comité? Ce comité n'est pas encore mis en place et c'est cela qui justifie effectivement l'appel que nous avons lancé en direction du... Mais évidemment, c'est simple parce que l'effort qui a consisté à dire il y a urgence, il faut appuyer la communauté, les Sénégalais qui sont dans le besoin et il faut le faire vite, c'est la même urgence qui aurait aussi dû dicter la volonté de l'État ou la nécessité de mettre en place le mécanisme chargé de gérer et de superviser le fonds. Parce que là, on a tendance on a l'impression qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le président lui-même qui a dit que l'argent, les montants qui devaient servir à acheter les fonds seraient prélevés du fonds Force Covid-19 et que l'organe de pilotage du fonds devait gérer tout le fonds, pas seulement la partie qui demain va servir à structurer et à appuyer les entreprises, mais ça gère également cette partie qu'on est en train de dépenser aujourd'hui qui est destinée aux ménages. Et c'est cela qui pose problème, c'est que si on n'a pas mis en place le mécanisme chargé de superviser, malheureusement ça crée des situations comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où il y a des suspicions, où il y a des accusations, où on parle de fake news ou pas. Ce qui est constant, c'est que l'attribution de certains marchés pose problème en matière de transparence, même si le décret que le président de la République a pris pour soustraire les achats du Code des marchés publics est une bonne chose, mais cela n'enlève en rien le fait que la nécessité de respecter des principes des marchés publics les plus basiques, la transparence, l'égalité, l'inclusion et un ensemble de choses. Nous sommes en état d'urgence. Même en état d'urgence, et c'est d'ailleurs plus en période d'urgence qu'il faut garder à l'esprit un certain nombre de principes extrêmement important. Le fait d'acheter des vivres et de les distribuer dans le pays, si la diligence qu'on a mise en place pour pouvoir le faire avait été la même et la même volonté pour mettre en place le comité de pilotage, on aurait pu le faire. Entre le 3 avril, date de l'annonce du président, et samedi 11 où on a commencé à convoyer les vivres dans le pays, il y a eu au moins une bonne dizaine de jours où on aurait pu mettre en place les mécanismes. Cela nous aurait évité un débat quasi inutile dans le contexte actuel, parce qu'aujourd'hui, toute la communauté, toutes nos énergies et nos créativités, toutes les intelligences auraient dû être mobilisées autour du président, parce que c'est le commandant en chef, pour aller en guerre. Il l'a dit lui-même, en utilisant un langage finalement, quasi... qu'est-ce que vous lui reprochez, Cheikh Tidiane, c'est ce manque de rapidité dans l'attribution de ces marchés-là? Alors, ce n'est pas le président qui a attribué le marché, c'est le ministère. Tout s'est construit autour du ministère en charge du développement communautaire. Cela n'aurait pas dû être le cas, parce que si, justement, il avait eu à l'esprit, parce que j'ai donné ce matin un exemple que je peux redire ici. Lorsque le président a envoyé le projet de loi d'habilitation à l'Assemblée nationale, il y a eu un amendement d'un ministère, le ministère de la Justice. Lorsque une partie importante de la communauté nationale, des partis d'opposition, de la société civile et d'autres, ont dit cet amendement va
trop loin. Ça va au-delà de ce que nous sommes en mesure de donner au président. Il a eu la lucidité et la clairvoyance de faire retirer cet amendement par un autre contre-amendement du député, l'honorable député Abdou Mbow. Et c'est cela qu'on aurait voulu voir de sa part dans le contexte actuel. C'est-à-dire lorsqu'on a une crise de cette nature, lorsqu'on voit les Sénégalais, même sans moyens, des petites et moyennes entreprises qui vont prendre de leurs bénéfices pour abonder un fonds national parce qu'il y a urgence, parce qu'on veut aider le président et le gouvernement et le pays, il faut qu'ils s'assurent qu'ils prennent toute la mesure de la charge et de sa responsabilité et de faire en sorte qu'aucun Sénégalais ne puisse s'enrichir sur de l'argent que d'autres Sénégalais ont mis à la disposition de l'État. Le discours du ministre Mansour Faye ne vous convainc pas apparemment? Alors, on n'aurait pas dû être dans ce genre de schéma. En fait, ce que j'essaie seulement d'éviter au Sénégal, c'est qu'on se retrouve demain dans des accusations, contre-accusations, dans des débats infinis qui accroiraient la délégitimation de l'État. Parce que c'est la crédibilité même. On ne parle pas seulement de gouvernance de ressources publiques aujourd'hui. On parle de gouvernance de ressources publiques en temps de crise. Ce n'est pas seulement le budget national, c'est la poche des citoyens. C'est aussi de l'argent que nous sommes allés emprunter, que nous paierons, mais que les générations à venir paieront. C'est une question d'éthique qui est en train de se poser. Il ne devrait pas revenir à un ministère. D'ailleurs, en République, nous sommes en train de vivre une situation gênante pour tout le monde. C'est le beau-frère du président de la République qui est à la tête de ce ministère, qui déjà gérait le budget le plus important de la République et aujourd'hui gère aussi le fonds Covid. C'est pourquoi il est urgent de mettre en place ce dispositif de pilotage pour que le ministère n'y occupe que la place qui doit être la sienne, c'est-à-dire opérationnelle, etc. Il faudrait même envisager de chercher une personnalité qui ne soit pas forcément de leur camp ou du gouvernement et autres, mais qui a les capacités de piloter ce fonds pour s'assurer demain que chaque centime sorti de quelque part, dépensé, soit retraçable. Et qu'on puisse dire aux Sénégalais, vous avez appuyé votre pays, voilà une liste très claire de comment on a géré votre argent et qu'on soit en mesure de le documenter et de le prouver. Et sur le plan juridique, puisque le comité n'a pas encore été mis en place, est-ce que dans le cadre de la légalité, aujourd'hui, les actions que pose le ministre Mansour Faye pourraient aujourd'hui, demain, être contestées? J'en sais rien du tout. On est dans une situation assez particulière où le président a l'habilitation, le droit quasiment de décider d'un certain nombre de choses. Ce qui est constant, c'est que les ressources publiques, quelles que soient les modalités par lesquelles on les prend et on les gère, devraient demain faire l'objet d'un audit et de contrôle. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'appel que nous avons lancé, c'était de dire, même si le comité venait à être mis en place plus tard, donc a posteriori des dépenses déjà effectuées, la première tâche de ce comité devrait être de contrôler les dépenses déjà faites. On pourrait voir alors combien de riz a-t-on acheté, chez qui et pourquoi, chez les gens chez lesquels on l'a acheté, pourquoi eux et pas d'autres, qui a transporté le riz et pourquoi a-t-on choisi ces gens-là. Si un comité avait été mis en place et avait fait ce travail-là, la presse aurait pu dire nous avons regardé, c'est transparent, il y a eu des débats, il y a eu des arbitrages et ceux qui ont gagné les marchés d'achat sont effectivement des acteurs qui étaient dans le riz. Parce que là, ce qu'on entend dans la presse aujourd'hui, d'ailleurs, il ne s'agit pas pour le ministère de venir seulement faire des déclarations. Il faudra aller au-delà et prouver effectivement que cette personne ou ces deux structures ayant la même adresse et qui ont remporté pour quasiment 18 milliards d'achats de riz étaient déjà dans le commerce du riz. Pourquoi pas d'autres qui ont déjà eu cette expérience? Pourquoi de nouveau, etc. Donc il y a une série de questions que les Sénégalais se posent légitimement. Et notre appel, c'est de seulement dire au président de la République, nous souhaiterions que vous ne soyez pas demain, ou même aujourd'hui, en perdant du temps, dans ces logiques où de la suspicion légitime pourrait être créée par des actes posés par des ministères ou par des acteurs, malheureusement. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans un pays où les mécanismes de la gouvernance sont extrêmement faibles. Ce n'est pas parce que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour leur laisser les coups de franche qu'on leur fait confiance totale, parce qu'on ne devient pas vertueux du jour au lendemain. C'est juste parce qu'il y a une nouvelle situation extrêmement périlleuse que tout le monde a décidé de taire tout conflit, tout problème et toute logique politique pour se mettre derrière. Il faut qu'il soit en mesure d'assumer ça et de comprendre tout l'effort que le peuple sénégalais a fait. Et si Mansour Faye était désigné justement pour diriger ce comité de pilotage? Ça reviendrait à donner le même comité au ministère. Cela n'aurait pas de sens. Notre proposition, c'est d'envisager, parce que puisque le président a eu une bonne idée, c'est de dire que le comité serait multi-acteur, il serait inclusif. Si on envisage de mettre des représentants de l'État,
de l'Assemblée nationale, y compris de l'opposition parlementaire et de la société civile, je ne vois pas de sens à le laisser après au ministère de... Sauf si les mécanismes et le mode de fonctionnement et les règles de fonctionnement du comité lui-même ne permettent pas à quelqu'un de prendre une décision au-delà et que la décision soit à la limite consensuelle ou collégiale, peu importe le mécanisme qu'on met en place. Sauf que ce comité est juste une volonté du chef de l'État. Oui, une bonne volonté. Oui, il n'y a aucune contrainte. Aucune. Donc si aujourd'hui il ne met pas en place ce comité-là, il ne risque pas grand-chose. On n'y pourra rien du tout. C'est pourquoi l'interpellation et l'appel que nous avons lancé se situent au niveau de l'éthique. Ce n'est pas au niveau du technique. Au niveau technique, c'est réglé. Il est le président. La Constitution lui donne ce droit, cette prérogative de décider. Il est en train de gouverner par ordonnance. Ça, c'est la loi. Mais cela n'empêche pas demain que des actes posés soient retraçables, soient contrôlables, soient auditables. La loi ne dit pas que faites ce que vous voulez, parce que 1000 milliards, ce n'est pas rien. 1000 milliards, c'est 1000 milliards qui seront audités demain. Maintenant, si le président a quand même eu la lucidité d'envisager de mettre en place un mécanisme ouvert et inclusif pour justement éviter que nous ayons des problèmes, il faudrait qu'il aille plus loin et qu'il se positionne au niveau de l'éthique, pas du technique seulement. Il ne faut pas dire « j'ai le droit de faire, je le fais ». Il faut qu'il comprenne que là où nous l'attendons, et c'est ce que beaucoup de peuples vont demander à leurs dirigeants dans ce contexte actuel, c'est est-ce qu'ils ont été en mesure, tout en se battant pour l'urgence et sauver des vies, d'avoir une posture de dignité et de crédibilité qui pourrait les aider une fois que la crise se terminera, parce que la crise va finir. Oui. Il faut qu'on apprenne de tout ça pour se projeter. Oui, mais Idrissa Seck, à sa sortie d'audience, rappelait à qui voulait l'entendre que l'eau qui était destinée à éteindre le feu n'avait pas besoin d'être filtrée. Donc aujourd'hui, pourquoi cette volonté, pourquoi cette envie de demander des comptes aujourd'hui à Mansour Faye? Parce que ça ne coûte rien et ça facilite les choses. Moi, si... j'ai beau être patriote, j'ai beau être républicain, citoyen, j'ai beau avoir de la volonté de continuer à soutenir le président, si je ne comprends plus par où ils vont et si je vois des cas manifestes de dérapage, je ne pourrai pas continuer à le faire. Et ce serait le cas de beaucoup de gens. Et ce serait dommage pour tout le monde. Il faut qu'on ait une union sacrée parce que nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Et d'ailleurs, la crise... c'est d'abord sanitaire, celle que nous vivons aujourd'hui, oui. Mais celle qui viendra probablement, à Dieu ne plaise, pourrait être là beaucoup plus difficile que celle que nous vivons. C'est la crise économique, c'est la crise alimentaire. Aujourd'hui, vous voyez le secteur des petites et moyennes entreprises qui sont en train de s'effondrer. Vous voyez le secteur artisanal qui s'effondre. Il a annoncé des mesures pour accompagner les entreprises qui sont le plus affectées par cette pandémie. Absolument, et ce sont de bonnes mesures, même s'il faudra énormément plus de moyens, parce qu'on ne mesure pas encore l'étendue de la crise. L'évaluation qui a été faite sur le contexte actuel de ce que nous sommes en train de vivre. Il a d'ailleurs annoncé que la croissance économique pourrait chuter de moitié. De 6,8, on pourrait être autour de 3%. Oui. Mais ça, c'est si la crise va sur 2 ou 3 mois. On ne sait pas après les implications. Oui. Il pourrait y avoir un effet boule de neige qui pourrait baisser ou contracter davantage la croissance économique. L'horizon est incertain. L'horizon est incertain. On parle de 1000 milliards, peut-être que les 1000 milliards pourraient ne pas suffire. Et c'est maintenant, je pense, qu'il faudra mettre en place les mécanismes, parce qu'il aura probablement besoin d'accompagnement du peuple sénégalais le plus longtemps possible. Mais pour y arriver, il lui appartient, lui, de donner des gages de crédibilité, de transparence et de bonne gouvernance de tout l'argent que les Sénégalais sont en train de... Donc, en état d'urgence, les corps de contrôle ne fonctionnent plus? Mais il devrait fonctionner, tout le monde devrait fonctionner, parce qu'on ne peut pas, de l'argent public reste de l'argent public. C'est de l'argent sacré. Et encore, je le dis, cet argent, en plus d'être de l'argent public, c'est de l'argent privé rendu public. Quand des Sénégalais, il suffit de regarder la liste, même des personnes physiques, même les journalistes sont donnés. Même des journalistes sont donnés. Mais cet argent-là ne devrait pas, par un minimum d'éthique et de morale, servir à enrichir d'autres. Et quand j'ai vu des transporteurs, des regroupements de transporteurs, dire qu'ils pouvaient mettre à titre gracieux à la disposition de l'État des camions et que d'autres se soient manifestés, vous imaginez que ces gens-là pourraient ne pas accepter ou comprendre que des transporteurs comme eux puissent gagner des marchés de manière indue ou gagner de l'argent sur le dos des autres. C'est cela, c'est le principe que nous posons seulement, parce que cela, ce serait dommageable pour notre pays que
pendant que les gens se battraient à sortir, à poser les mécanismes économiques pour la relance et la reconstruction, que nous soyons nous à voir qui a dépensé, qui a fraudé, qui a détourné ou qui a mangé quelles ressources. Donc c'est cela que nous voulons simplement éviter. C'est pourquoi nous tirons sur la sonnette d'alarme pour qu'on sorte grandi. Parce que c'est là que les choses vont se passer. Nous sommes en train, au niveau international, tous les peuples ensemble, en train de vivre une expérience humaine inédite. Personne ne l'a jamais vécu, un phénomène comme celui-là. À la sortie de ce problème, de la crise, il y aura des pays qui, lorsqu'ils auront, parce qu'ils auront réussi à tirer les bonnes leçons, pourront bondir et aller plus vite. Ceux qui n'auront pas réussi à le faire, à comprendre les enjeux et à se projeter, pourraient encore traîner. Et il faut éviter ça que... La proposition d'Emmanuel Macron pourrait aujourd'hui aider les pays africains, puisque beaucoup de pays africains peinent encore à prendre leur envol au niveau économique. Est-ce que l'annulation massive de la dette publique pourrait être un élément qui pourrait être essentiel pour ces pays de rebondir? Oui, sauf que je préfère que ce soit la proposition de mon président, en fait, du président du Sénégal, parce que dans la chronologie, peut-être que je dirais que le président du Sénégal l'a dit avant le président Macky Sall, etc. Donc ça, c'est aussi bien. Je crois que c'était une bonne idée de lancer cet appel, parce que les pays africains feront encore plus face à de graves difficultés, déjà dans la gestion de la crise sanitaire, mais dans la reconstruction. Les pays n'ont pas beaucoup d'argent et déjà le coût de la dette était excessif. Beaucoup de pays ne s'en sortaient plus. Il y en a qui payent le tiers de leur budget au remboursement de la dette, pour d'autres c'est le quart. Mais ça, on ne peut pas le faire concomitamment avec des investissements massifs dans la question sanitaire et autres, et demain dans l'éducation, dans la relance des entreprises. Donc, pour le moment, c'est du plaidoyer que le président a porté, qui a trouvé un écho favorable dans la communauté internationale, par le président Macron, par le pape. Si cela arrivait à être fait, parce qu'il y aura des négociations, rien n'est gagné, si la communauté internationale, les pays du G8, l'OCDE et puis les bailleurs multilatéraux arrivaient à accepter cela et que ça ne soit pas... Bon, il y a plusieurs mécanismes. On peut, dans certains cas, ça peut être de la suspension, ça peut être des moratoires, de rééchelonnement. Et l'idéal serait une annulation. On n'en est pas là. Si on arrivait à cette annulation, même partielle de la dette, aurait libéré des ressources extrêmement importantes. Mais il y a 15 ans aussi, beaucoup de ces dettes ont été annulées et finalement reconstituées. Oui, où se trouve le problème finalement? C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on dit qu'une annulation de la dette dans le contexte actuel africain est une fausse bonne solution. On peut voir ça comme ça. Même si c'est bon à prendre, je suis en train de dire, pour nous c'est bon à prendre parce que ça nous aiderait. Mais ça pourrait être une fausse bonne solution parce qu'il faudra interroger les mécanismes ou les conditions de constitution de cette dette. Qu'est-ce qu'on en a fait? La dette africaine aujourd'hui a doublé quasiment ces 10 dernières années. On est à peu près à 365 milliards de dollars au niveau du continent. Qu'est-ce que les Africains ont fait de cette dette? Parce qu'une dette est une bonne chose. Il ne faut pas penser que l'endettement d'un pays, c'est une mauvaise chose. Non, économiquement, c'est une très bonne chose. Pourvu que cet endettement aille dans des secteurs qui permettent au pays d'émerger, de grandir, de se développer et de pouvoir même se passer de la dette. Les pays asiatiques ont réussi à le faire. Nous n'avons pas réussi parce que les conditions de la gouvernance ont été quasi désastreuses dans les pays. Les investissements n'ont pas été des investissements toujours réfléchis. Souvent, on s'est endetté pour investir dans l'ostentatoire, dans des investissements peu productifs qu'on est obligé aujourd'hui de rembourser alors que ces investissements ne nous rapportent quasiment rien. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, est-ce que le groupe de G8 va annuler cette dette comme ça, sans conditionnalité? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi une contrepartie? Ah oui, il y aurait forcément de la conditionnalité. Et c'est cela, je pense, que l'Afrique doit aussi se garder à l'esprit. La négociation. Ce sera de la négociation et je salue la décision intelligente que l'Afrique, les pays de l'Union africaine viennent de prendre, de mettre une sorte de task force de 4 grandes personnalités. Je crois que l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, en tout cas, ce sont au moins des personnalités qui comprennent la communauté internationale et qui comprennent les mécanismes, comment ça se joue. Maintenant, même s'ils réussissaient à mettre en place un bon dispositif de dialogue politique avec les pays du Nord, et pour attirer le maximum d'investissements ou d'appui au niveau du continent, ça n'empêche pas que la gestion locale de la dette, les investissements et la gouvernance de l'argent, ça revient aux pays africains. Et c'est là l'enjeu. Moi, je ne suis jamais partisan
de ceux qui pensent que voilà, le problème de l'Afrique viendrait des autres et qu'ils nous mettraient des conditionnalités qui nous empêchent de nous développer. C'est vrai, c'est une partie du problème, mais peut-être que la plus grosse partie de notre problème, ça vient de nos problèmes internes, de gouvernance, d'investissement, de nos politiques, etc. etc. Et c'est là qu'il faudra mettre l'accent. Après la crise, il y aura un demain, il y aura un avenir à construire et il nous appartiendra d'avoir des politiques intelligentes, stratégiques, sans renoncer à demander l'appui de l'extérieur parce qu'aucun pays, que des États-Unis aux autres, tous ont à un moment donné bénéficié d'appui extérieur pour avancer. Donc il ne faut pas rejeter cela, mais il faut avoir à l'intérieur une intelligence qui permette de bien l'utiliser. Aujourd'hui, l'Occident est plus touché par la pandémie que le continent africain. On peut s'interroger aussi sur les réelles motivations d'une telle proposition. Oui, on est dans le registre de la gouvernance économique internationale. Il y a des enjeux géostratégiques. Les États, vous l'avez dit, ont des intérêts, non pas d'amis. Il nous appartiendra, nous, je pense que tous auront besoin d'appui et de ressources. Et c'est d'ailleurs l'un des risques que nous allons vivre en Afrique. Il y a déjà des capitaux en Afrique qui pourraient partir du continent parce que, justement, les pays du Nord auront besoin de cet argent pour se reconstruire. Il y a peut-être aussi une partie d'argent qui était au Nord qui était destinée en Afrique en 2020 ou 2021. Il n'y a qu'à voir, nous, dans notre domaine du pétrole que nous attendions tant, qui pourrait être retardé de longtemps, justement parce que l'argent qui devait venir pourrait ne plus être le cas. Donc, il y aura des calculs et des arbitrages, il y aura des stratégies, il y aura peut-être même des crocs en jambes de certains par rapport aux autres, mais c'est comme ça la réalité internationale. Quelles sont les nouvelles formes de coopération qui pourraient se dessiner? Mais les gens parlent beaucoup de coopération gagnant-gagnant, de partenariat égal à égal, ça n'existe pas. Ce sont des slogans creux et vagues. Moi, je participe aux négociations commerciales internationales à l'Organisation mondiale du commerce depuis 2003. Je participe à toutes les conférences ministérielles. Je n'ai jamais vu à aucune conférence où on a donné à l'Afrique quoi que ce soit, sauf si on a été se battre pour arracher des choses. Et tous les pays qui ont réussi à arracher quelque chose dans la gouvernance internationale pour pouvoir se reconstruire et l'utiliser, ont été se battre, ont été vraiment au front et ont fait bloc. Ça a été une de nos grandes faiblesses. Nous compterons dans la gouvernance économique internationale. J'ai foi en l'Afrique, en ses capacités, même si je suis très réaliste. De dire que le monde de demain sera africain, c'est faux. Si on ne fait rien, il ne le sera jamais. Maintenant, nous avons un potentiel pour y arriver. Les opportunités sont là, elles sont ouvertes pour tout le monde. Il nous appartiendra de savoir avoir l'intelligence de l'unité et du bataille ensemble, en groupe. Les Chinois, c'est d'ailleurs un rapport, c'est cocasse que les Français soient les premiers. Il y a un rapport du Sénat français de 2014 qui avait dit « L'Afrique est l'avenir de la France ». C'était le titre du rapport. Et il y a une belle phrase qu'ils ont mise à l'intérieur pour dire « La France devrait apprendre de la Chine ». Parce que quand la Chine va en Afrique, ces entreprises chassent en meute. Chassent comme une meute de loups, ensemble, en groupe. Et donc les Français avaient l'intention d'utiliser le même mécanisme. Mais nous, Africains, on devrait aussi avoir la même ambition de chasser en meute, de négocier ensemble, d'aller chercher des marchés ensemble. Mais plus important, de savoir que nous avons un marché de 1,2 milliard d'habitants. Ce marché sera de quasiment 2 milliards d'ici 2050. On pourrait, je ne dis pas qu'on pourrait ne pas avoir besoin du monde, mais le monde pourrait avoir plus besoin de nous si nous réussissons à agglomérer nos potentialités, à construire ce marché et à le développer. Il y a des chaînes de valeur essentielles en Afrique qui ne peuvent être destinées qu'aux autres pays africains. Pourtant, on ne les utilise presque pas. C'est tout ce qui touche à l'agroalimentaire. Il faut commencer par l'industrialisation. Il faut l'industrialisation. Et c'est ça la base. La Banque mondiale a sorti il y a quelques années un rapport pour dire que rien que le domaine de l'agroalimentaire, les chaînes de valeur agroalimentaire, c'était plus de 30 milliards de dollars qui dormaient là, que l'Afrique pouvait prendre. Mais quand vous sortez vos patates, vos maniocs, les maïs et autres, vous ne transformez rien, vous ne vendez rien au monde, mais vous les laissez à l'état brut, sauf quand les Chinois viendront l'acheter, ils viennent acheter notre arachide pour aller le transformer en Chine, comme si nous ne sommes pas capables de faire vivre des unités de transformation de notre huile, de notre arachide en huile, en tourteau et en une dizaine d'autres produits et sous-produits agricoles que nous pourrions utiliser sur nos marchés. C'est bien de faire annuler une dette, mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, ce ne serait pas une très bonne chose dans ces négociations-là de questionner la présence de ces multinationales-là dans nos pays? Oui, mais ça relève aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des politiques publiques. Les multinationales ne viennent pas toutes seules. Elles ne se lèvent pas du jour au lendemain pour aller dans un pays. Soit elles y sont appelées, ou alors elles manifestent une intention et on l'accepte qu'ils viennent. Mais tout dépend des conditions dans lesquelles on vient.
Les multinationales qui viennent en Afrique vont aussi en Chine. Il ne faut pas se tromper. La Chine a énormément, par le principe économique du vol des oies sauvages, à un moment donné, les capitaux sont allés en Asie. Mais lorsque ces capitaux sont allés en Asie, mais les Chinois, ils avaient déjà une vision de leur propre développement. Dans le transfert du technologie, oui, des compétences. On veut construire des chemins de fer, on veut construire des TGV en Chine, vous vous appelez Alstom ou vous appelez comme vous voulez, vous arrivez, la technologie, vous vendez à la Chine une technologie une fois, vous ne la lui vendez pas deux fois. La Chine est là, mais elle ne vend pas sa technologie ni ses compétences. Mais justement, parce qu'on n'exige pas, elle l'exige des autres. Et on s'en sort, on ne l'exige pas de la Chine, elle fait comme tous les autres font chez nous, et il faut éviter ça pour que l'Afrique soit au moins un acteur qui compte dans la gouvernance internationale. Merci beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Dièye de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.